Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument monumental. Mais attention, on oublie tout de suite la biographie clinique bien ennuyeuse. Non, on va plutôt plonger la tête la première dans l'expérience intérieure brute d'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En fait, pour lui, sa vie entière n'était pas une simple suite d'événements, c'était un véritable mythe personnel, une quête spirituelle et surtout une descente initiatique parfois carrément terrifiante dans les abysses de l'esprit humain. Alors, c'est parti, on y va. Le livre autobiographique de Jung commence par une phrase qui pose immédiatement le décor. Il écrit « Ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation ». Dès le départ, le ton est donné. Ce que ça veut dire, au fond, c'est que l'être humain n'est pas le seul maître à bord. Cette citation, elle nous force à regarder les choses autrement. Il y a des forces invisibles, profondes, immenses, qui sculptent littéralement notre réalité et notre destin à notre insu. Chapitre 1. Le rhizome de la vie. Pour vraiment saisir cette idée de force cachée, on peut se tourner vers une métaphore que Jung adorait, celle de la plante. Imaginons un instant. Ce qu'on voit à la surface, la tige, les feuilles, les fleurs, ça représente notre vie quotidienne, notre conscience. C'est beau, mais c'est éphémère. Ça ne fleurit que le temps d'un été et puis ça disparaît. Mais en dessous, sous la terre, il y a le rhizome, un réseau de racines massifs, anciens, cachés dans l'obscurité. Et ce rhizome, c'est l'inconscient. C'est lui qui traverse les saisons, qui persiste et qui détient la véritable essence de la vie, bien au-delà de ce qu'on peut voir à la surface. Chapitre 2. L'initiation par l'inconscient. Quand on réalise l'ampleur de ces profondeurs, ça peut provoquer un véritable séisme. Dans le fameux parcours du héros, c'est ce qu'on appelle l'appel à l'aventure. Pour Jung, ça s'est traduit par une crise monumentale, en plein milieu de sa vie. Regardons un peu cette chronologie. En 1912, des tensions énormes éclatent parce qu'il refuse de limiter la psychologie à la seule vision sexuelle de Sigmund Freud. 1913, la rupture est actée, c'est officiel, douloureux, définitif. L'année d'après, en 1914, il claque la porte de l'université de Zurich. Et là, on ne parle pas juste d'une petite remise en question professionnelle, c'est une perte de repère totale. Un saut terrifiant, littéralement à l'aveugle, dans les mondes souterrains de sa propre psyché. Et cette descente aux enfers a été d'une violence inouïe. Cette image épique de Saint-Michel en plein combat contre le dragon, ce n'est pas juste de l'art religieux. C'est exactement ce qui se passait dans le cerveau de Jung à ce moment-là. Une métaphore parfaite. D'un côté, l'ego conscient qui s'accroche de toutes ses forces pour maintenir un semblant d'ordre, et de l'autre, l'ombre chaotique de l'inconscient, comme un dragon qui menace de tout ravager. C'était une vraie guerre intestine, face à des forces qui le dépassaient complètement. Mais alors, comment on survit à une telle tempête sans perdre complètement la raison ? Eh bien, la réponse est incroyablement touchante. Ce grand psychiatre, ce génie intellectuel, a trouvé son salut en jouant dans la terre. Oui, littéralement. Pour s'ancrer dans le réel et ne pas être emporté par ses visions, il ramassait des cailloux, des branches, et il construisait des petits villages et des châteaux de sable. Il a renoué avec ses émotions de petit garçon. C'est fou, non ? Utiliser la matière physique pour canaliser et ordonner le chaos invisible. Chapitre 3. Le langage des symboles. Évidemment, pendant cette période intense, Jung a dû apprendre un tout nouveau langage. C'était l'heure des épreuves dans son mythe personnel et il fallait absolument décoder ce que ses visions essayaient de lui dire. C'est là qu'on arrive à une découverte majeure. À l'époque, on pensait souvent que les rêves, c'était juste du bruit, un amas chaotique. Mais Jung comprend que le rêve a une fonction vitale, un rôle compensatoire. Si notre vie consciente quotidienne part trop dans une direction logique, rigide et purement individuelle, l'inconscient, lui, va nous envoyer un rêve chargé de symboles millénaires pour corriger le tir. C'est un véritable système de messagerie, hérité de l'humanité entière, fait pour nous rééquilibrer. Les propres rêves de Jung pendant cette phase d'initiation étaient complètement dingues. Il s'est vu couler dans l'eau, à 2 doigts de la noyade, avant d'être sauvé in extremis, un peu comme Saint-Pierre. Des années plus tard, en Inde, alors qu'il frôlait la mort, il a eu un rêve incroyable, très profond, autour du Saint Graal. Il a vite compris le message. Ce n'était pas de simples délires ou des hallucinations pathologiques. C'était des énigmes, des épreuves symboliques, créées de toutes pièces par son inconscient pour l'obliger à repousser les limites de sa vision du monde. Et dans ce foisonnement vertigineux d'images, une forme revenait sans cesse, le mandala. En observant ses propres dessins et ceux de ses passions complètement désorientées, Jung a remarqué que ces formes géométriques complexes apparaissaient d'elles-mêmes, spontanément. Pourquoi ? Parce que le mandala, c'est l'archétype universel de la totalité, ce qu'il appelle le soi. C'est un peu comme un plan de sauvetage que l'inconscient déploie naturellement pour remettre de l'ordre et apaiser l'esprit quand tout s'effondre. Chapitre 4. La divinité intérieure.
Forcément, cette quête de la totalité nous amène sur un terrain absolument fascinant, mais qui a fait couler beaucoup d'encre, la question du divin. Et là, il faut être super précis. Quand Jung parle de l'imago Dei, l'image de Dieu imprimée dans l'âme, il ne fait pas de la théologie. Il reste à 100% psychologue et scientifique. Il ne cherche en aucun cas à prouver l'existence métaphysique d'un être supérieur. Pour lui, psychologiquement parlant, Dieu est un complexe autonome. C'est une force, une énergie colossale à l'intérieur de l'inconscient collectif qui s'active pour nous pousser à devenir entiers. Il observe les manifestations de cette énergie d'un œil clinique sans jamais prendre parti sur le plan religieux. Chapitre 5. Le mythe personnel et le retour transformé. On arrive à l'aboutissement du voyage. Le héros revient des profondeurs et il ramène avec lui le trésor ultime. Tout ce matériel incandescent que Jung a extrait de ses confrontations avec l'inconscient, il l'a minutieusement documenté. Et ça a donné naissance au fameux « Livre rouge » ou « Liber Novus ». Il faut bien se dire que ce n'est pas un simple journal intime, pas du tout. C'est le prototype, la fondation même d'une toute nouvelle cosmologie psychologique. À travers cet ouvrage, Jung a jeté les bases du but ultime du développement humain, un concept fondamental qu'il a baptisé l'individuation. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien ? L'individuation, c'est le travail de toute une vie. C'est le fait d'arrêter de fuir, d'assimiler consciemment ce que notre inconscient essaie de nous dire. C'est avoir le courage de regarder notre part d'ombre en face pour l'intégrer et de réparer nos vieilles blessures psychologiques. Le but final, ce n'est surtout pas la perfection. La perfection, c'est une illusion. L'objectif, c'est la complétude. C'est d'atteindre cet équilibre où l'on devient la version la plus entière, la plus vraie de soi-même. Et pour cartographier ce monde intérieur nouvellement découvert, l'effort a été littéralement titanesque. 20, c'est le nombre de volumes qui composent l'œuvre complète de Carl Jung. 20 tomes d'une densité incroyable qui brassent psychiatrie, mythologie antique, alchimie, études des religions. Tout ça dans un seul but, essayer d'explorer et de traduire l'immensité de cette fabuleuse architecture de l'âme humaine. Alors, pour clore ce décryptage, revenons à notre image de départ. Imaginons à nouveau cette plante et son rhizome. Et posons-nous simplement cette question. Si notre existence quotidienne, avec toutes ses routines, n'est qu'une petite floraison éphémère à la surface, quelles sont ces racines invisibles, ces forces anciennes et collectives qui dirigent silencieusement le cours de notre vie ? L'aventure de Jung nous rappelle une chose fascinante. La plus grande de toutes les explorations ne se trouve peut-être pas à l'extérieur, mais bien dans le courage de plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà de quoi nourrir notre réflexion. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les profondeurs de l'esprit et à très bientôt.